OK. Merci de me passer la parole, cher modérateur. Chers tous, je dois vous parler aujourd'hui de VIH et bronchopneumopathie, que nous avons abrégé en BPCO au cours de notre présentation. Alors, depuis l'avènement des traitements antirétroviraux, avec un bon suivi virologique et clinique, et bien sûr immunologique, les personnes vivant avec le VIH vivent plus longtemps, et ce qui fait que de plus en plus, on a une population vivant avec le VIH vieillissante. Et avec le vieillissement, on a l'apparition de maladies chroniques parmi lesquelles la bronchopneumopathie chronique obstructive. Alors, c'est quoi la BPCO? C'est une maladie inflammatoire chronique au niveau des poumons, dont le mécanisme est basé sur 3 éléments. On a une hypersécrétion de mucus qui va entraîner une obstruction des voies aériennes, et de même qu'on aura la destruction des alvéoles pulmonaires qui va causer un emphysème et la formation d'une fibrose qui va encore un peu plus entraîner l'obstruction des voies aériennes supérieures, ce qui fait qu'on va arriver à une diminution des débits respiratoires. Alors, juste pour vous présenter, de 1990 à 2010, la COPD, la BPCO est passée de la 4e à la 3e cause de mortalité au niveau mondial, et le VIH est passé de la 35e à la 6e place. Donc, ces deux pathologies ont un grand fardeau au niveau mondial. Des projections faites également montrent que les deux pathologies vont gagner un rang d'ici 2030. Donc, il faut vraiment s'y intéresser. Alors, des études aujourd'hui observationnelles ont rapporté qu'il pourrait y avoir une association entre le VIH et la BPCO, mais des études sont contradictoires. C'est pour ça que nous avons décidé de faire une méta-analyse avec une revue systématique dans le but de déterminer la prévalence et les facteurs associés à la BPCO chez les sujets vivant avec le VIH au niveau mondial et d'investiguer est-ce qu'il y aurait réellement une association entre les deux. Alors, pour cela, pour atteindre ces objectifs, nous avons fait une revue systématique avec méta-analyse. Nous avons recherché les données dans PubMed, Web of Sciences, Embase, Anglobas, Index Medicus, depuis la création des bases de données jusqu'au 21 juin 2017. Nous avons inclus les personnes vivant avec le VIH et nous avons inclus les études transversales, cas témoins et des cohortes. Donc, la BPCO devait être diagnostiquée par 4 critères que nous avons considérés. Les 2 premiers critères étant les critères de référence, la spirométrie. Le premier critère, ça devait être le rapport entre le volume d'éjection maximale systolique à la seconde, maximale à la seconde, par le rapport avec la capacité vitale inférieure à 70%, ou bien ce rapport inférieur au 5e percentile en fonction de l'âge. Nous avons aussi considéré les études dans lesquelles les sujets auto-rapportaient la présence d'une BPCO ou la classification internationale des maladies. La sélection des articles et des extractions de données s'est faite de façon indépendante pour éviter les biais d'information. Nous avons analysé les données avec le package R, le package méta de R, en considérant un modèle avec effet aléatoire, et nous avons quantifié l'hétérogénéité. Les facteurs associés à la variation de la prévalence de la BPCO ont été mesurés, ont été recherchés avec une méta-régression univariée. Alors, sur 4036 articles que nous avons retrouvés, nous avons finalement inclus 30 articles avec différentes raisons pour les autres qui ont été exclus. Nous avons inclus au total 152 686 sujets âgés de 18 à 101 ans avec une forte variation de la consommation, de la prévalence de consommation de tabac dans les études, tout de même que celle de la tuberculose. Le taux de CD4 moyen variait entre 139 et 648 dans les études. La durée d'infection moyenne variait de 8 à 17 ans dans les études et la proportion de sujets sous-arrivés dans les études variait de 25 à 98%, tout de même que celle de la charge virale qui variait de 10 à 92%. La plupart des études étaient transversales, prospectives et conduites en milieu hospitalier et incluaient des études collectées chez des patients entre 1984 et 2014. Alors, ce qui concerne la prévalence, on a retrouvé une prévalence un peu plus de 10% en considérant la spirométrie comme méthode de référence. Et cette prévalence élevée était associée à une consommation ancienne ou en cours de tabac, c'est un facteur de risque bien connu. Et également une charge virale détectable. Donc, le processus, le mécanisme physiopathologique qui peut être évoqué ici, c'est la présence de protéines virales au niveau pulmonaire qui vont entraîner une augmentation des réactions inflammatoires et la présence de protéases. La protéase qu'on a vu tout à l'heure qui va détruire les alvéoles pulmonaires, les réactions inflammatoires qui vont permettre la destruction du tissu pulmonaire, l'épaississement des voies aériennes supérieures et ainsi l'expression clinique de la BPCO. On a également retrouvé que la prévalence était la plus élevée en Europe, en considérant une analyse de sous-groupe en région OMS,
Et on pourrait penser que cette prévalence est associée au fait que la consommation de tabac est la plus élevée en Europe. La prévalence standardisée sur l'âge, elle est de 27% en Europe et c'est la plus élevée. Alors, quand on s'est posé la question de savoir est-ce que la BPCO était associée au VIH, on a retrouvé une association statistiquement significative avec les sujets infectés au VIH qui ont 1,14 fois plus de chances de développer une BPCO par rapport aux sujets séronégatifs. On s'est dit, OK, ça pourrait être biaisé par le tabac. Et cette fois, on a juste sélectionné les études dans lesquelles la consommation de tabac était égale dans les deux études. Et on retrouve encore une association statistiquement significative entre la BPCO et le VIH. Alors, dans la littérature, on retrouve plusieurs hypothèses. Ça serait dû à peut-être une sensibilité accrue aux infections pulmonaires qui favoriserait la survenue plus tard d'une BPCO, des réponses inflammatoires inadéquates, une augmentation de l'apoptose au niveau tissulaire qui va entraîner la formation de la fibrose, le stress oxydatif, l'accumulation de lymphocytes cytotoxiques dans le tissu pulmonaire qui augmenteront également les réactions inflammatoires. Et d'autres études ont suggéré les effets des antirétroviraux. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire une analyse de sensibilité pour voir si effectivement les antirétroviraux étaient impliqués dans la survenue de la BPCO. Alors, on a déjà parlé des protéines virales et leur rôle au niveau pulmonaire. Donc, en conclusion, la prévalence de la BPCO est élevée, effectivement, chez les sujets infectés par le VIH, et les cliniciens doivent y penser dans le suivi, ce qui fait que sur 37 millions de sujets infectés par le VIH, environ 4 millions pourraient avoir la BPCO. Et sur quels facteurs on pourrait agir? Bien sûr, en premier, la consommation de tabac. Et enfin, rendre la charge virale indétectable. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de permettre aux patients d'être adhérents au traitement antirétroviraux. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Vous nous avez fait gagner quelques minutes. Du coup, on a le temps pour 2 ou 3 questions dans la salle. Oui, tout à fait. Alors moi, je voudrais peut-être engager les hostilités. Juste pour faire remarquer, et ça vaut peut-être pour Fabrice aussi, lorsque vous avez évoqué le cancer du poumon, et je rejoins un peu celui qui parle de BPCO, vous n'avez pas assez mentionné les autres facteurs de risque pour une BPCO par exemple, que sont la bronchite chronique ou d'autres pathologies sous-jacentes. Alors le lien direct avec le VIH, je ne perçois pas. Dans les facteurs de risque que vous avez évoqués, en fait, il manque un peu cet aspect-là. Et justement, je rebondis un peu sur la présentation de Fabrice tout à l'heure. Pour les facteurs de risque du cancer du poumon, c'est vrai que vous avez beaucoup insisté sur le tabac, le tabagisme, le cannabisme aussi, vous avez parlé, mais il y a d'autres facteurs qui sont peut-être moins importants, tels que l'exposition à l'amiante ou pour certaines professions exposées, ceux qui travaillent dans l'industrie, de la peinture, du bois, ainsi de suite, ce qui pourrait également être des facteurs de risque importants, d'inflammation chronique donc des alvéoles, qui pourraient après entraîner une fibrose et les complications et tout le reste. Ok, merci pour votre remarque. Effectivement, lorsque nous avons considéré les facteurs qui pouvaient être associés à la BPCO, ces facteurs étaient évoqués dans la discussion parce que il y a plusieurs facteurs. Malheureusement, dans les études originales que nous avons recherchées, tous ces facteurs n'étaient pas recherchés pour que nous puissions ajuster toutes les analyses. Mais il est quand même reconnu que effectivement l'air ambiant, le second-hand smoking, le tabagisme passif également peuvent être des facteurs associés à la BPCO. Merci. Pour un peu revenir en arrière, tout à l'heure, vous avez parlé de 2 fois plus de chances, ou disons de malchance, de développer un cancer pulmonaire si on est séronégatif, que si on est séronégatif, ou aussi d'avoir au moins 3 comorbidités aussi quand on est séropositif plutôt que séronégatif. Ma question est-ce que c'est en dehors du traitement antirétroviral ou bien ça n'a pas d'interaction? Même avec ce traitement-là, on a ces malchances-là.
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que, outre le VIH, on sait très bien que les personnes vivant avec le VIH, en tout cas dans les données du Nord, sont exposées à des conditions de vie, pour du coup on en parlait également, qui ne sont pas les mêmes que la population générale. Hein. Le tabagisme est un reflet de ça d'ailleurs. Conditions de vie, solitude, enfin, tu as parfaitement détaillé toutes les conditions de vie. Or, ces conditions de vie sont toutes quasiment autant de facteurs de risque d'événements cardiovasculaires et potentiellement de cancer. Hein. Donc, vous avez tout à fait raison. Ce qu'on sait aussi, c'est quand même que le traitement antirétroviral va diminuer l'ensemble des comorbidités. Il y a certes des effets secondaires aux antirétroviraux qu'il faut savoir gérer, mais que le traitement antirétroviral va limiter bien sûr le sida, mais aussi l'ensemble des comorbidités, que ce soit le cancer, que ce soit le risque cardiovasculaire et n'importe quelle autre comorbidité cognitive, etc. Hein? J'ai répondu. Ok, merci beaucoup. On va enchaîner. Donc je vais appeler l'orateur suivant.